Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Je vous propose de plonger ensemble dans un sujet révolutionnaire et passionnant. Vous êtes nombreux à vous poser ces questions. Comment fonctionne réellement l'énergie θ? Comment l'utiliser pour plasiser les masses sans rentrer forcément dans des chaînes, des incidents, des postulats, des basiques? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette conférence destinée à tous les frisonneurs, mais aussi à toute personne curieuse, nous allons démystifier ensemble ces concepts parfois complexes et surtout vous montrer comment les appliquer simplement, étape par étape, pour obtenir de vrais résultats. Vous allez découvrir comment une simple seconde θ peut contenir une énergie immense pour dénouer votre corps. Comment utiliser les fréquences pour aller directement à l'essentiel sans tourner en rond dans les mêmes problèmes. Et pourquoi cette approche représente l'avenir de la tech. Vous êtes prêts? Alors, on va accueillir Claudio pour répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire d'où provient cette tech, la θ seconde, les axiomes de haute technologie? Ça m'intéresse vivement et je suis sûr que tous nos amis aimeraient ça en savoir davantage. La parole est à toi. Alors, Ron, à travers les axiomes de la haute technologie, a introduit un concept novateur, c'est-à-dire la manière dont le statique se manifeste dans l'univers MEST. Cela s'est produit au travers des deux constantes fondamentales de la physique, et c'est un aspect jamais identifié auparavant qui marque une avancée majeure dans le processing. Alors, ces deux constantes, la première, la constante gravitationnelle, qui décrit l'attraction entre les corps et permet au statique d'interagir. La seconde est la constante de Planck, qui établit la relation entre l'énergie et la fréquence d'un photon. En appliquant ces connaissances au processing, alors on peut identifier avec précision les fréquences correspondantes à l'énergie d'une masse et réaliser l'ASIS de cette masse de manière directe et mécanique, sans avoir à revivre sans cesse les incidents comme on faisait auparavant. Alors, le même principe s'applique au postulat. Pour interagir avec le MEST et se concrétiser, ils suivent les lois de la mécanique quantique, où l'énergie et la fréquence sont étroitement liées et régissent dans le fonctionnement dans cet univers. Il y a déjà quelques années, Ron avait introduit une idée très intéressante, le point d'équilibre, c'est-à-dire le moment où deux forces opposées se rencontrent et créent un incident statique. Un point où il n'y a pas de mouvement. Il affirmait que ces points d'équilibre restaient gravés dans l'être lui-même et par leur nature ne peuvent pas être détectés par l'électromètre. En effet, l'électromètre mesure les charges électromagnétiques en fonction de la résistance que cela est créé par le courant d'un 1,5 volts qui traverse le corps via les électrodes, donc les boîtes. Mais effectivement, s'il n'y a aucune résistance, il ne peut enregistrer aucune réaction. Donc, Ron expliqua également que lorsqu'on observe un incident ou une masse, ceci contient non seulement une notion d'espace, d'énergie et de vitesse de mouvement, mais aussi un point précis où le mouvement s'annule en raison des équilibres de force qu'on vient d'expliquer. Il a décrit ces phénomènes par une formule mathématique très intéressante, indiquant que le point d'équilibre correspond à 14 millièmes de l'épisode, de l'incident, de la masse, et qui peut être exprimé avec des unités de mesure spécifiques. Donc, les 14 millièmes de l'espace, donc le mètre cube, de l'énergie, les watts, et du mouvement, l'accélération par les secondes au carré. Cette découverte représente une étape fondamentale vers un processing plus précis et plus efficace. Plus tard, Ron nous dit que c'est cette formule qui a implanté le banc. Comment c'est possible? Je croyais que c'était un implant dans le clearing course, ou peut-être dans l'incident zéro. Donc, je vois que tu m'expliques ça davantage. Merci, je t'écoute. Oui, Roger, donc, en effet, on le souligne dans l'axiome 14, où il dit, c'est à travers l'interaction de la gravité, de l'électricité et du magnétisme que tout ce qui existe dans l'univers et au-delà prend forme. Donc, ces lois physiques fondamentales qui régissent notre univers nous sont désormais relevées plus clairement par la mécanique quantique. Et ce sont elles qui permettent la création et la gestion du banc, en fait. C'est-à-dire que la force gravitationnelle que nous avons vue et les constantes, non seulement sont en l'œuvre dans le monde physique du MEST, mais aussi dans les forces et masses mentales.
Ces principes guident la manière dont l'énergie mentale se manifeste et interagit avec notre réalité. Et donc, le mécanisme est assez simple. Ron l'explique dans un post récent. Donc, il dit, jusqu'à présent, nous avons traité le cas sans réaliser que les charges sont des copies de masse créées chaque fois qu'une masse est créée. C'est incroyable. Et ainsi, la dernière copie de la chaîne est la plus dense. Et nous n'avons fait Aziz que d'une copie parmi plusieurs pour une seule masse créée. Donc, c'est exactement pourquoi les masses et le banc sont à nouveau mock-up et commencent à nous affecter même après que nous soyons devenus clairs. Donc, la création du banc, en premier lieu, est rendue possible par ces constantes et lois physiques. Et, par exemple, pour ceux d'entre nous qui ont traversé l'incident zéro, le point exact où il s'est trouvé juste avant d'être entraîné dans le Big Bang est celui où le banc s'est formé, bien sûr. Et c'est là, en raison de la nature et de la physique même. Ok, je comprends bien tout ce que tu me dis, mais de plus, comment cela et cette texte, ça nous rapproche-t-il des GPM? Les GPM, on en a parlé dans les années 60, avant le QRN course et tout ça, mais maintenant on y revient tout doucement. Vous savez ce que c'est? Normalement, c'est un postulat contre un postulat, un but contre un but. Ok? Mais peux-tu expliquer ça davantage pour nos amis? Ok? À toi. Roger, c'est dans la scientologie du Nouvel Âge, ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les charges statiques. Et dans la Science 2, on dit un incident statique ne peut être formé que par la duplication autodéterminée d'un être, de la création d'un autre. Et en fait, c'est ce mock-up, ce contre-mock-up qui forme la base statique d'un incident ou d'une chaîne. Ainsi, nous nous retrouvons face à deux forces opposées, postulat, contre-postulat, identité opposée. Autrement dit, nous sommes en pleine définition de GPM, dans le fameux Goal Problem Mass. Et on sait que, Rand explique ainsi les GPM, l'objectif de quelque chose pointe dans une direction, tandis que les forces opposées pointent dans la direction exactement opposée et contre elle. Cet objectif est fondamentalement basé sur un but précis qu'est l'être A. Il s'agit de conglomérats d'identités opposées et ces identités sont liées au postulat, contre-postulat d'un problème. L'audit dont nous parlons ici donc repose avant tout sur la fréquence, la résonance et les vibrations, bien plus que sur tout autre aspect. Donc, chaque masse que nous faisons blowdown agit comme un catalyseur, augmentant naturellement la vibration de l'être. Et ce qui est fascinant, c'est que cela ressemble étrangement au schéma des GPM dans les banques. C'est presque troublant. Donc, nous évoluons dans le domaine des postulats et des contre-postulats. C'est un moyen puissant et efficace de traverser les GPM. Un type d'audit, comme tu disais, initié dans les années 60 et qui nous a donné bien du fil à retordre. Donc là, nous avons une approche révolutionnaire et qui change la donne. Ensuite, Ron nous dit, nous avons donc la mesure standard de temps par seconde dans l'univers θ, en rapport avec les secondes dans l'univers physique. Comptez les secondes qu'il faut à la masse qui réagit jusqu'au blowdown sur l'électromètre, ou l'indiquer si on ne l'utilise pas. Maintenir cette fréquence en tant que concept, tout en comptant les secondes qu'il faut pour que la masse soit azisée dans le temps présent. Parce que là, ça va. Supposons donc que nous ayons une masse ayant une fréquence de 30 fois par seconde, le temps compté jusqu'à ce qu'elle blowdown, et que nous la maintenions jusqu'à ce que ce soit azisé. Nous arriverions alors à 30 fois par seconde dans l'univers θ pour 20 secondes dans l'univers physique. Ou simplement 30 TPS sur 20 secondes dans le MEST. Pour moi, je comprends que nous devons recréer la masse dans le temps présent, à savoir soit la ressentir, la voir, la comprendre et comprendre l'incident, et mesurer le temps qu'il faut pour arriver. Correct jusqu'à là? Si oui, donne-moi un exemple pour que cela devienne réel pour tout le monde. Vas-y, à toi la parole. Cela s'appelle, Roger, l'application de la fréquence pour aziser les masses. En fait, imagine que tu as une masse avec une fréquence de 30 fois par seconde, ce qui veut dire qu'on a compté en réalité 30 secondes jusqu'au moment où elle fait blowdown sur l'électromètre ou qu'elle diminue en intensité, que cela nous indique en tant que préclair. Maintenant, en maintenant cette fréquence de 30 fois par seconde comme concept, et en comptant de 30 jusqu'à 0, eh ben, nous obtenons son assise. Donc, cela correspond à 30 fois par seconde dans l'univers θ pour 30 secondes dans l'univers physique. Ce que nous faisons, en fait, c'est recréer la masse dans le temps présent. Quand tu comptes les secondes, ce que tu es en train de faire en réalité, c'est de compter et de calculer l'énergie qui est
dans la masse. Les secondes qu'on compte correspondent en fait à la fréquence de l'énergie par rapport aux constantes que nous avons vues jusqu'à maintenant. Mais alors, comment l'Asie se produit? Lorsqu'on maintient notre attention sur la masse, tout en gardant le concept de la fréquence trouvée, l'énergie, en fait, fait blowdown et fait Aziz. Mais quel est l'élément révolutionnaire dans tout ça? C'est l'intrication quantique. Là où cette approche est révolutionnaire, en fait, c'est que nous n'avons plus besoin d'examiner chaque incident, chaque chaîne ou postulat, un par un. Grâce au phénomène d'intrication quantique, tous les incidents et les postulats associés font Aziz simultanément. Donc, je rappelle que l'intrication quantique établit un lien indissociable entre deux particules, peu importe la distance qui les sépare. Donc, si l'une change d'état, l'autre change instantanément, comme s'il s'agissait d'un seul système. Et c'est bien ce que nous faisons en allant chercher ces fréquences et ces constantes physiques qui régissent l'univers, aussi bien θ que physique que mest. Ainsi, au lieu d'avoir un traitement linéaire et laborieux, nous avons maintenant une approche globale et instantanée, en agissant directement sur la fréquence énergétique sous-jacente. Et voilà comment ça fonctionne. De plus, il dit, Ron, que l'on doit maintenir le concept de la fréquence. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Tu crois que pendant qu'on compte les secondes, on peut aussi maintenir le concept? Et d'ailleurs, comment on fait ce concept? Doit-on imaginer une fréquence qui oscille à la charge? Je sais pas. Moi, pour moi, c'est abstrait. Donne-nous des tuyaux là-dessus, s'il te plaît. Pour répondre à cette question, Roger, il faut revenir à un concept clé que Ron a mentionné dans l'axiome 11 de haute technologie. Le statique se manifeste dans l'univers physique au travers du rapport mathématique connu sous le nom de gravité. Et la gravité suit un taux fixe compris entre 6,6 multiplié à 10 puissance moins 34 et 10 puissance moins 11 joules par seconde. Alors, le joule est l'unité qui permet de quantifier l'énergie, le travail, la chaleur. À titre d'exemple, une calorie qui mesure l'énergie des aliments correspond à 4,18 joules. Si nous établissons alors un rapport avec les calories, nous réalisons que c'est taux incroyablement petit, environ un milliardième de 0,2 calories par seconde. Et puis, nous avons la constante de Planck, le lien entre l'énergie et la fréquence d'un photon. De son côté, la constante de Planck vaut 6,62 multiplié par 10 puissance moins 34 joules par seconde. Établit une relation, comme j'ai dit, fondamentale entre la fréquence et l'énergie d'un photon. Autrement dit, une onde électromagnétique, la lumière. C'est une constante clé dans la mécanique quantique car elle régit des grandeurs physiques essentielles. Elle ne se limite pas à l'énergie et la fréquence. Elle détermine aussi le moment cinétique dans le mouvement et le moment angulaire qui décrivent la manière dont un corps tourne autour d'un point. Ces valeurs ne sont pas continues mais quantifiées. Elles ne peuvent exister qu'un multiple de cette constante. L'énergie mentale suit aussi ces lois physiques. Et on explique que ces quantités sont des harmoniques, c'est-à-dire des multiples de 10, de la constante de Planck et de la constante gravitationnelle. C'est pour ça qu'on en parle. Et il a observé que lorsqu'on analyse un épisode ou un incident dans le banc, on retrouve toujours ces structures harmoniques. Cela peut sembler surprenant, en effet, mais l'énergie mentale, elle suit aussi les lois physiques. Elle est aussi quantifiée, donc. Elle obéit aux mêmes lois et ne peut exister qu'en valeur multiple de ces constantes. C'est une excellente nouvelle, en fait, parce que chaque seconde d'analyse qu'on fait analytiquement du banc produit un effet bien plus grand que l'on le pense dans le banc lui-même. Ensuite, il y a la fréquence, qui est la clé de l'audition. Toute charge pensée, tout postulat qui agit sur le mest passe par des ondes électromagnétiques. Or, la constante de Planck régit la relation entre la fréquence et l'énergie. Comme le montre le schéma, plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée et donc plus l'énergie est intense. Et c'est précisément pour cette raison que cette constante est si importante que Ron l'a intégrée dans les actions. En audition, c'est cette même énergie qui est en jeu. C'est pourquoi Ron parle d'auditing basé sur la fréquence. D'abord, en trouvant la bonne fréquence, on identifie l'énergie associée. Et cela permet de faire Aziz sans revivre les épisodes, les incidents et les chaînes comme on faisait auparavant. Ensuite, tu nous dis, en parcourant le niveau méta 0 et en utilisant le θ seconde, j'ai remarqué deux choses. L'application de statique égale TPS par seconde
conduit inévitablement à l'ASIZ d'une masse. Tu peux me démontrer ça et me faire comprendre pourquoi on arrive à l'ASIZ de la masse? Je t'écoute. Bien sûr, je peux t'expliquer. C'est exactement ce dont nous venons de parler. En fait, lorsque tu entres en séance et tu te concentres sur une masse, une terminale, une identité, un problème, peu importe, on peut utiliser en fait les questions des différentes procédures ou celles du prep-checking si nécessaire. L'important est d'avoir un élément audité. Donc la première étape est bien évidemment vérifier s'il y a de la charge, c'est-à-dire avant de commencer, il est essentiel de vérifier si l'élément est chargé en appliquant la double vérification. Alors, lorsqu'un item apparaît en réponse à une question d'auditing, on teste sa charge en demandant s'il contient une charge. Si la réponse est positive et qu'une réaction se produit si on utilise un électromètre, alors on peut procéder. Attention, cela inclut à l'électromètre toute réaction sauf un aiguille nulle, car une FN, c'est une lecture. On est d'accord. Donc, deuxième étape, on identifie la fréquence. Pour ce faire, on se concentre sur l'item qu'on a trouvé et on compte les secondes qui s'écoulent jusqu'au moment où il y a un blowdown sur l'électromètre ou que la masse s'éclaircisse et qu'elle nous indique si on n'a pas d'électromètre. Cette durée mesurée en secondes correspond en fait à la fréquence. Donc la troisième étape, c'est faire ASIZ par fréquence. C'est bien ce que tu me poses comme question. Alors, on compte la même quantité de secondes qu'on a trouvées à l'envers et on va faire ASIZ de la masse. Alors, supposons qu'une image, la masse dans laquelle on a été blessé, soit blowdown en 30 secondes sur l'électromètre. Tout ce qu'on doit faire, c'est de compter de 30 à 0 et la masse va ASIZ. C'est tout ce qu'il y a à faire et l'ensemble de la procédure est presque stupide dans sa simplicité. Donc, les secondes comptées correspondent au temps et donc à l'énergie associée pour que l'ASIZ se réalise dans le temps. Si l'on procède correctement, la masse fera ASIZ avec un grand sentiment de soulagement et puis fera FN. La chose la plus importante à retenir est qu'il faut s'assurer que l'attention reste sur la masse à tout moment. Si ce n'est pas le cas, la masse ne sera pas assessée correctement à l'étape 2 et ne fera pas blow à l'étape 3. Donc, ces masses ont tendance à détourner l'attention. Il faut donc veiller à ce que cela ne se produise pas. Il faut que ce soit seconde par seconde. Sinon, les masses ne seront pas complètement ASIZ. Si vous n'obtenez pas la FN à exactement 0 en comptant, vous pouvez maintenir votre attention jusqu'à ce que vous l'obteniez. Pour ce faire, il faut analyser ce que l'on fait jusqu'à ce que la masse s'efface. Mais alors, pourquoi ça fonctionne? Parce que les fréquences ainsi trouvées sont celles qui ont créé la masse à l'origine et celles de son état actuel dans le temps présent. Et parce qu'elles sont liées aux constantes universelles qu'on a vues qui régissent l'interaction avec le MEST. C'est une mécanique, Roger, pure, sans besoin d'interprétation. Il n'est pas nécessaire de chercher une signification, de comprendre les détails d'un épisode, forcément, du masse ou d'un autre élément pendant le procédé. C'est une loi universelle et agit d'elle-même. Donc, le résultat, c'est qu'une fois qu'un ensemble a été ASIZ, on aura sûrement des cognitions profondes et on pourra observer des changements concrets dans notre vie. Parfois immédiatement, parfois avec un léger retard, car le MEST, on le sait tous, réagit toujours avec un certain retard par rapport, en fait, à θ. C'est une méthode simple mais révolutionnaire, puisque cette procédure est d'une simplicité presque infantile, mais elle repose sur l'essence même de l'univers. Elle ne nécessite pas des compétences techniques avancées. Pourtant, elle est d'une efficacité extraordinaire. Voilà les amis. À cette présentation nous a permis d'y voir clair. Cette tech est à la fois simple et puissante, et surtout accessible à chacun d'entre nous. Ce que vous allez retenir aujourd'hui, c'est que vous avez entre les mains la clé. La capacité d'agir directement sur les masses mentales, sur votre cas, en utilisant l'énergie θ, les fréquences et la fameuse θ seconde. Et tout cela sans forcément passer par de longues chaînes et des heures de travail. Imaginez ce que cela peut changer pour vous, dans votre vie, dans vos séances, dans vos gains personnels. Alors maintenant, je vous encourage à pratiquer, tester, expérimenter cette approche. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire ou à nous rejoindre sur le groupe Expédité Scientologie sur Facebook pour échanger ensemble. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo YouTube. Prenez soin de vous et souvenez-vous d'une chose, le futur de la tech est entre vos mains. À vous jouer.